Effectivement, il y a une courbe d'apprentissage réelle, comme pour toutes les techniques, même pour conduire une voiture, il y a aussi une courbe d'apprentissage. Definitivamente hay una curva de aprendizaje como para cualquier procedimiento, incluso para manejar un automóvil hay curva de aprendizaje. La première courbe d'apprentissage a été publiée par Manny Menon La primera curva de aprendizaje la publicó Manny Menon en 2002 en el 2002. et il a montré qu'il suffisait de faire 18 cas, 18 patients Él decía que con 18 pacientes era suficiente pour devenir quelqu'un d'expert. para ser experto. Peut-être que c'est vrai, mais peut-être que c'est faux. Puede que sea cierto, puede ser que no. D'autres études plus récentes, comme celle-là, ont montré que quand on regarde les 100 premiers cas, En otros estudios, cuando se evalúan los 100 primeros casos, les marges chirurgicales positives sont los márgenes quirúrgicos son muy importantes, llegando al 30%. les 100 cas suivants, Los 200 casos siguientes, qui fait 200 cas, 200 casos, les marges sont encore très importantes. los márgenes aún siguen siendo elevados. Il faut attendre à peu près 300 cas pour arriver à un chiffre de marge correct. Hay que tener aproximadamente 300 casos para tener unos márgenes adecuados. Donc celui qui vous dit que la courbe d'apprentissage c'est 18 cas, c'est de la publicité. Así que el que dice que con 18 casos de la curva de aprendizaje es publicidad. Une autre étude plus récente qui a été faite par l'équipe de M. Valencien est intéressante. Otro estudio interesante hecho por el doctor Valencián muestra Vous voyez qu'ici qu'avec 12 cas, muestra que con 12 casos le temps opératoire est de 242 minutes, el tiempo operatorio es 242 minutos 4 heures pour le malade, et le taux de marge 60%. y los márgenes 60%. Ensuite, quand on est au-dessus de 12 cas, la durée opératoire diminue, à peu près 3 heures. Después de 12 casos, el tiempo operatorio disminuye más o menos a 3 horas Marge positive 23%. y márgenes positivos 23%. Il faut arriver à 200 cas à peu près, Hay que llegar a casi 200 pour casos arriver à un temps opératoire à peu près de 2 heures para llegar a 2 horas de tiempo operatorio et un taux de marge de 9%. Vous y voyez 9% de márgenes. que là encore, il y a une courbe d'apprentissage qui nécessite à peu près 200 patients. Así que hay una curva de aprendizaje que requiere aproximadamente de 200 pacientes. Donc n'écoutez pas les gens qui vous disent vous faites 18 malades et le problème est réglé. No oigan a las personas que dicen que con 18 casos ya está todo listo. Concernant les complications, Que nos conciernen las complicaciones, il y a des études qui ont été faites qui sont intéressantes et qui montrent que les complications chirurgicales sont à peu près équivalentes dans toutes les techniques. se muestra que las complicaciones quirúrgicas son más o menos equivalentes en todas las técnicas, Mais par contre, les complications post-opératoires, c'est-à-dire qu'une fois que le patient est sorti du bloc opératoire, elles sont minimes dans la chirurgie mini-invasive et en particulier au niveau de la robotique où il n'y a presque pas de complications post-opératoires. pero en las complicaciones postoperatorias, las complicaciones médicas, sí se ha mostrado que son menores en la mínimamente invasiva, sobre todo en la robótica, que son muy poco frecuentes. C'est-à-dire l'infection, l'anémie, les fuites urinaires, etc. Las infecciones, las anemias, los escapes de orina son menores. On retrouve les mêmes résultats au niveau de l'équipe de Karolinska ici, En un estudio de Carlson se encuentran más o menos los mismos resultados, qui montre qu'entre la chirurgie ouverte et laparoscopique, les complications sévères sont beaucoup moins fréquentes, clavien 3B et 5, beaucoup moins fréquentes dans la chirurgie robotique. Este estudio mostró que las complicaciones severas, las clavia en grado 3, B a 5, son mucho menos frecuentes, 3.7 versus L'infection, 12.9. 1% pour le robot, 9% pour la chirurgie ouverte. Las infecciones también son menores en robótica, 1% versus 9% en la cirugía abierta. Transfusion, 5% et 23%. Las transfusiones también mucho menos, 5% versus 23%. Et la sténose anastomotique, 0,2% et 4,5%. La estenosis del cuello también es menor en la robótica, 0.2 versus 4.5. Donc ces chiffres sont vraiment très intéressants. Et Así que estas cifras son realmente muy interesantes. D'autres publications montrent à peu près la même chose. Les complications graves, c'est-à-dire clavien 3 et 4.
Este estudio también muestra resultados interesantes por Berry Hill, que muestra que las complicaciones grado 3 y 4 son menos frecuentes en la robótica. Voilà. La durée opératoire, la durée d'hospitalisation est courte. El tiempo de hospitalización también es más corto. En moyenne, par exemple, dans mon département, c'est 4 jours, y compris la nuit qui précède l'opération, ça fait 1 jour de moins. Le jour de l'opération, ça fait 2 nuits, plus 2 nuits que j'appelle de confort, mais certains patients restent seulement 1 nuit. Dice que el promedio de tiempo que se queda hospitalizado el paciente en su servicio son 4 días, porque incluye el día anterior, porque los pacientes entran el día anterior a la cirugía, el día de la cirugía y 2 días de confort, pero realmente hay pacientes que pueden quedarse un solo día. La durée opératoire est maintenant standardisée en moyenne 2 heures. El tiempo operatorio más o menos estándar, alrededor de 2 horas. C'est-à-dire, quelquefois, quand l'opération est facile, c'est moins d'1 heure. Que a veces cuando la cirugía es corta puede ser menos de 1 hora. Et si le patient est très difficile, ça peut durer 2 heures et demie, maximum 3 heures. Y si el paciente es muy difícil puede durar 2 horas y media a 3 horas. Les pertes sanguines sont faibles, Las pérdidas sanguíneas son muy pocas, avec une transfusion qui est pas plus que 5% maximum en moyenne. transfusión menos del 5%. Les marges sont moins importantes avec le robot, Los márgenes son menos con el robot, sauf pour les PT3 où il y a un taux de marge qui est environ de 30% pour toutes les séries. excepto por los PT3 que tiene un 30%. Vous voyez ici le risque au niveau de la récidive. Aquí vemos el riesgo de recidiva. Elle dépend du nombre de cas que nous faisons tous les ans. Depende del número de casos anuales que se realicen. Si nous faisons moins de 50 cas, le risque est important, c'est-à-dire 25% de récidive. El riesgo de recidiva es de 25% cuando se hacen menos de 50 casos al año. Et si nous faisons un chiffre très élevé, plus de 250, le risque de récidive est très faible, environ 10 à 15%. Si se realizan más de 250 casos por año, el riesgo de recidiva es muy bajo. Alors maintenant qu'on voit ça, comment progresser, comment on peut améliorer les techniques? Ahora viendo cómo se puede progresar, cómo mejorar la técnica. Il faut améliorer les techniques chirurgicales, bien faire pour que la courbe d'apprentissage soit le plus court possible et les résultats, à la fois immédiats et également futurs, soient les meilleurs possibles. Hay que estudiar la técnica y buscar las maneras de disminuir la curva de aprendizaje para que los resultados sean mejores desde el inicio. C'est-à-dire les complications péropératoires, c'est-à-dire les problèmes post-opératoires. Las complicaciones transoperatorias y postoperatorias. Et surtout les 3 paramètres importants de la prostatectomie. Y sobre todo los 3 parámetros más importantes de la prostatectomía. C'est-à-dire la récidive biologique, la recidiva bioquímica, la continence, la continencia et y la función eréctil. Voilà. Donc la première chose, c'est éviter, quand on peut, d'utiliser trop le bistouri électrique, c'est-à-dire d'augmenter la température. Hay que evitar utilizar el bisturí eléctrico para no elevar la temperatura. Quand on opère, il y a toujours une augmentation de température locale, donc il y a des techniques maintenant qui proposent de baisser la température à proximité des bandelettes. Siempre hay un aumento de la temperatura cuando se opera, así que hay técnicas ahora que tratan de bajar la temperatura alrededor de los paquetes neurovasculares con refrigeración rectale. Con refrigeración rectal. Il faut éviter de tirer trop sur les pédicules. Hay que evitar traccionar el pedículo. Mais tout ça, nous essayons quotidiennement d'utiliser ces paramètres, mais l'autre paramètre important, c'est le problème de l'anatomie. Todos los días tratamos de aplicar estos parámetros, pero otro parámetro importante es la anatomía. L'anatomie de la prostate a fait un progrès très important grâce à la vision qu'on a au cours de la chirurgie. La anatomía de la próstata ha avanzado muchísimo con la información que se obtiene durante la cirugía robótica. Voilà. Et maintenant, on sait que la disposition des nerfs autour de la prostate Ahora se sabe que la posición de los nervios alrededor de la próstata est très variable. Es muy variable. Dans 50% des cas, en 50% de los casos, les nerfs sont répartis en postérolatéral. Los nervios pasan a nivel posterolateral. C'est-à-dire la position intéressante pour nous parce que c'est plus facile, c'est en arrière. Es la posición más interesante para nosotros porque es una posición que está atrás, los nervios. Donc ça c'est la position postérolatérale. Esa es la posición posterolateral. Et il existe des nerfs autour, mais beaucoup moins que cette zone
qu'est la bandelette neurovasculaire postérolatéral. Hay nervios a todo alrededor de la próstata, pero mucho menos que a nivel de los paquetes Mais posteriores. dans 50% des cas, Pero en 50% de los casos, les nerfs sont répartis tout autour. los nervios están repartidos a toda la Il circunferencia n'y de la a pas próstata. de zone dans Non. laquelle les nerfs sont concentrés. No hay ninguna zona donde los nervios están concentrados. Et puis il y a, je vous ai dit environ 50-50, mais c'est un petit peu moins, et dans une partie non négligeable, donc il y a une répartition des nerfs à la fois en postérieur-latéral, mais également en latéral. También hay un pequeño porcentaje de pacientes que tienen los nervios principalmente posterolateral, pero también laterales. Alors vous voyez dans ce schéma que, on va en parler un petit peu plus tard, que la prostate est dans une enceinte anatomique. Como vemos, la próstata está dentro de un recinto anatómico. Il y a la glande prostatique, mais il y a aussi la capsule. Está la glándula prostática, la cápsula prostática. Alors certains disent que la capsule n'existe pas, la capsule existe, c'est simplement, Algunos dicen que la cápsula no existe, pero la cápsula sí existe. c'est une émanation fibreuse qui provient de la prostate et qui enveloppe la prostate. Es una porción fibrosa que viene dentro de la próstata, pero que la encierra a Il la n'est pas próstata. possible de disséquer, de séparer la capsule de la prostate, elle fait partie de la glande. Es imposible separar la cápsula de la próstata, hace parte de la próstata, pero existe. Tout autour de la prostate, il y a ce qu'on appelle le fascia prostatique. Alrededor de la próstata está la fascia prostática. Ce fascia prostatique enveloppe la prostate entièrement. Ella circunda la próstata completamente. En arrière de la prostate, il y a le fameux fascia que vous connaissez tous, qui est le fascia de Denonvilliers. Detrás de la próstata está la fascia de Denonvilliers Et latéralement, c'est le fascia endopelvien, y lateralmente está la fascia endopélvica. que l'on appelle latéropelvic fascia, qui est ici. Et vous voyez que la prostate est enveloppée par 3 fascias différents. Entonces, como vemos, la próstata está envuelta en 3 fascias Ces diferentes. fascias sont très importants. Y son muy importantes. Ils estas sont fascias. aussi importants que la peau que vous avez au niveau de la main. C'est la même chose. Son tan importantes como la piel de las Ça manos. protège les nerfs Protege los nervios de l'inflammation de la et inflamación de la sclérose. y de la esclerosis postoperatoria. C'est une cage dans laquelle les nerfs sont enfermés. Es como una caja donde los nervios están guardados.